Bonjour à tous et bienvenue. C'est un réel plaisir de se retrouver pour cette troisième et dernière journée du CEFIA Rennes, 26e édition de l'événement numéro 1 des professionnels de l'agroalimentaire. Je suis Pierre Christen, journaliste spécialisé en agroalimentaire. J'anime les matinées du CEFIA au cœur du salon de 10h à 12h30 sur l'espace conférence. Les matinées du CEFIA vous proposent un condensé d'informations clés pour s'engager pleinement dans les transitions en cours. Des matinées diffusées en direct sur mycefia.com et disponibles en replay sur la même plateforme. Après l'innovation emballage tournée vers l'éco-conception, c'était mardi. Après l'usine agro du futur placée sous le thème de la sobriété combinée à la performance, c'était hier. Ce matin, nous mettons le cap sur les ingrédients sous l'angle du local, de la relocalisation. Quel est l'effet de la relocalisation des approvisionnements sur les consos et les ventes en magasin? Quel est l'effet réel du local sur l'impact environnemental du produit fini? Et comment agir pour développer son écosystème local? Est-ce un réel levier pour réindustrialiser la France? Voilà les questions pour lesquelles experts et professionnels vont s'efforcer de répondre ce matin. Des matinées, vous le savez, tournées dans un état d'esprit orienté vers les échanges. Donc des séances de questions-réponses interviendront effectivement à l'issue de chaque séquence. Et pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Sophie de Rênal. Vous pouvez l'applaudir. Sophie de Rênal, directrice marketing de Nutri Marketing. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous, merci d'être là. Nutri Marketing, une société spécialisée dans l'innovation alimentaire et la communication nutritionnelle. Sophie, vous êtes très impliquée sur le salon avec les tours innovation, la conception de l'espace tendance. Vous avez justement les yeux rivés sur les tendances et vous allez partager ce que l'on peut observer sur le salon. Mais tout d'abord, Sophie, à vous la lourde tâche d'introduire cette matinée et au fond de définir un peu le périmètre, de quoi on parle, c'est quoi le local? Alors c'est une bonne question en fait, on nous la pose souvent. Le local, c'est d'abord le locavorisme, c'est un terme qui date de 2005 aux États-Unis et c'était vraiment lié à une consommation d'aliments à moins de 100 miles autour de chez soi, donc plus de café, plus de chocolat, plus de produits exotiques. Mais donc c'était vraiment dans un but totalement écologique. Et puis, après ça, on a eu la crise, si vous vous en souvenez bien, de 2008. Je fais souvent ce parallèle avec la crise de la Covid qu'on a connue, parce qu'on a eu à peu près les mêmes effets sur les consommateurs, où là, les consommateurs se sont tournés vers le local dans un but vraiment social, c'est-à-dire pour soutenir les producteurs, soutenir l'industrie agroalimentaire française. Et souvenez-vous, ici en Bretagne, vous aviez des grands 4x3 portés par les produits en Bretagne, où il y avait marqué « Je ne mange pas, je relocalise ». Donc c'était vraiment l'idée de soutenir toute la filière, un peu comme on a connu avec la Covid tout en début au niveau du confinement. On pourra en dire deux mots d'ailleurs, puisque Loïc Hénaf, que je viens de voir passer, intervient tout à l'heure. Il a été président de Produits en Bretagne durant 2 mandats. Ben oui, voilà, c'est un bon exemple. Donc là, on a aussi, après ça, eu plein de crises sanitaires qui ont été très médiatisées, la viande de cheval, etc. Et là, donc, il y a une crise de confiance des consommateurs envers l'industrie agroalimentaire qui était les méchants. On nous cache tout, on nous dit rien, on veut nous empoisonner. Évidemment, ce n'est pas le cas. La nourriture n'a jamais été aussi saine aujourd'hui. Mais néanmoins, le consommateur s'est retrouvé se tourner vers le local, du coup, pour se rassurer, pour avoir de la confiance. Et là, je dirais qu'au-delà du local, c'était plus l'origine du produit. Après tout, si mes pâtes, elles sont faites en Italie avec du blé italien, ils sont pas trop mauvais à ça, les Italiens, donc ça me va aussi, quoi. Donc c'était plus la question de savoir d'où ça vient et qu'on m'empoisonne pas, plus une question de sécurité sanitaire. Donc avec la Covid, évidemment, on a parlé beaucoup de souveraineté alimentaire et l'idée de vouloir relocaliser pour pouvoir ne plus dépendre quand on ferme les ports, quand on est confiné, quand il n'y a plus rien qui circule, qu'on puisse avoir des aliments aussi. Donc là, c'est plus une idée de souveraineté alimentaire.
Voilà, donc un produit local, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est vrai qu'on me demande souvent cette question et je dis, bah, si je suis face à un Américain, c'est un produit d'Europe. Si je suis face à un Allemand, c'est un produit français. Si je suis face à un Parisien, je suis creusoise, donc c'est un produit creusois. Et si je suis face à un Guérétois, je suis d'Aubusson, c'est un produit près d'Aubusson. Voilà. Il n'y a pas une définition officielle, logique, à part, je vous dis, le locavorisme à l'époque, mais c'est plus du tout le cas. Et donc le local d'ici et d'ailleurs, et en fonction le plus près possible, on va dire, de chez soi, en tout cas des choses en qui j'ai confiance aussi. Il y avait vraiment cette idée de confiance, de social, de local, de proximité pour l'environnement, mais c'est vraiment pas seulement une question d'environnement. Et quelles sont les valeurs, du coup, qui sont au cœur des attentes conso autour du local? Alors, alors évidemment, oui, l'environnement, mais aussi, je vous dis, le social, avoir des produits dans lesquels j'ai confiance. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça, et pas seulement. Et quelque part, le local, c'est aussi plus sain. Mais je vous donne un exemple. Si je vais chercher mes carottes à la ferme d'à côté et qu'elles ont des fans et qu'elles ont de la terre sur dessus, elles sont forcément meilleures que les carottes bio que je vais trouver dans mon supermarché. Même si elles ne sont pas bio, même si elles sont bourrées de pesticides, elles ont des fans, elles ont de la terre. Pour un consommateur, elles sont forcément meilleures. Donc, voilà, le local, c'est meilleur pour ma santé dans l'esprit du consommateur, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Avec une notion de solidarité avec son écosystème. Absolument. Encore une fois, soutien, et il y en a qui l'ont bien compris. Je vous ai mis là un exemple de McDonald's en Espagne qui a créé le burger qui n'a pas pu se faire en soutien à tous les producteurs qui ont vu pendant les incendies où les fermes ont brûlé. Et donc, par solidarité, vous pouviez acheter ce burger qui n'était pas là. Donc, et les fonds étaient remis à tous les producteurs dont les fermes, les exploitations avaient brûlé, par exemple. Voilà. Donc le consommateur, évidemment, il va de plus en plus considérer son alimentation comme un acte citoyen. Donc on parle beaucoup de transition alimentaire. Il y a une urgence évidemment climatique à la faire, mais aussi santé. On ne le répétera jamais assez. On a parlé beaucoup de la Covid, mais aujourd'hui, les épidémies d'obésité, de diabète, elles galopent toujours. On en a moins parlé, mais elles sont toujours là. Ça progresse. Alors en France, on est un peu moins concerné, mais ça progresse quand même. C'est 17% de la population qui est obèse, plus de la moitié en surpoids ou obèse. On est loin des chiffres américains, mais quand même, ça progresse. Et on a tous une responsabilité dans l'industrie agroalimentaire de faire mieux manger nos consommateurs. On a tous intérêt à ce qu'ils vieillissent en bonne santé. Et c'est vraiment une forte attente du consommateur aujourd'hui. Pendant longtemps, ça a été « je ne veux pas vieillir ». Donc on était dans l'anti-âge, dans le déni. Aujourd'hui, on a tous conscience qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on vieillira quand même, on mourra quand même, mais si on pouvait mourir en bonne santé, ce serait mieux. Alors justement, derrière ces attentes de fond, il y a des items clés qui ressortent. Oui, il y a des items clés, bien sûr. C'est un peu un concept One Health, donc meilleur pour ma santé, pour celle de la planète, mais aussi de toutes les espèces qui vivent sur la planète, qu'elles soient animales ou végétales. Donc on va effectivement réduire sa consommation de produits animaux. On va essayer de faire plus attention à... On l'a vu là, on nous a demandé pour des raisons économiques et on a eu tous eu peur d'avoir des coupures d'électricité et de chauffage pendant cet hiver. Mais vous voyez, simplement parce qu'on nous a mis ça en tête et on nous a demandé de faire un effort, on a réduit de 10% notre consommation sans vraiment... peut-être qu'il y a des gens qui, effectivement, ça a été difficile pour eux, mais globalement, ou qui ne l'ont pas fait par choix. Mais je pense que surtout la communication jusque-là et ce qu'on demande aux consommateurs, c'est plus fais pas ci, fais pas ça. Donc c'était plutôt des diktats, en tout cas en nutrition beaucoup, mais c'était surtout ça. Les consommateurs en veulent vraiment pas. Et donc par contre, je pense qu'il y aurait des discours beaucoup plus positifs pour les impliquer, que ce soit dans le local, mais aussi d'avoir une alimentation plus vertueuse en général pour eux, pour la planète, pour les autres. À vous écouter, Sophie, alors c'est le thème de la matinée, le local. On voit que finalement la définition est un peu à géométrie variable, être le plus proche possible. Ça veut dire qu'au fond, le local en soi ne suffit pas. Et on voit qu'il y a différentes valeurs qui sont engagées derrière l'attente de local. Et donc ça veut dire qu'il faut quelque part l'insérer dans une stratégie plus globale qui coche toutes les cases. C'est ce que vous nous incitez à faire.
De toute façon, aujourd'hui, alors je vais citer l'exemple de la France, bien sûr, on n'a pas les moyens de nourrir toute notre population rien qu'avec des produits français. D'abord parce qu'on n'a pas les volumes, mais surtout aussi parce que les mangues, le café, le chocolat, est-ce qu'on est prêt à s'en passer pour consommer que local? Je ne pense pas aujourd'hui. Et encore une fois, au-delà de ça, c'est pas seulement de dire je veux manger des choses que d'ici, c'est juste de dire je veux manger des choses qui soient meilleures pour la planète et pour la santé des gens. Donc c'est ok, je vais faire venir une mangue, mais elle va être bio, elle va être équitable, ce sera un juste prix. Il y a toutes ces valeurs-là qui sont effectivement derrière cette tendance-là et derrière les attentes des consommateurs. Je ne sais plus du tout où j'en suis Alors, sur mes justement, slides, en fait, ce qui résumait peut-être votre propos, c'était, je crois, une slide sur la solidarité, justement. Oui, la solidarité, c'est ce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Là j'ai trouvé, je vous ai mis quelques exemples que j'ai trouvé assez intéressants. Là, vous avez une place de marché, par exemple, qui vend les surplus des potagers des particuliers. Donc, ça permet aux gens qui aiment bien jardiner, qui sont forts à ça, de faire un revenu complémentaire. Et puis, ça permet à tous ceux qui vont les acheter d'être sûrs de l'origine des produits. Ça ne veut pas dire, attention, peut-être que votre voisin, il a mis plein de pesticides aussi sur ses produits. C'est toujours pareil, hein, attention. Ça ne garantit pas forcément ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça l'idée intéressante dans le terme de solidarité et aussi dans l'idée de se dire il faut réinventer des modèles pour faire de la circulation en fait des produits. Et on l'a vu avec le gaspillage alimentaire. 30% aujourd'hui de l'alimentation produite dans le monde est gâchée. Donc déjà, si on se met dans l'idée de nourrir, de bien nourrir, c'est ça la question. C'est pas juste nourrir, c'est bien ou mieux nourrir 10 milliards d'individus que nous serons en 2050, en faisant attention à la planète et en sauvant notre planète. Évidemment, il y a déjà ces 30% de gaspillage alimentaire. Et après ça, il y a effectivement d'essayer de récolter au plus près et de faire moins circuler, faire moins de kilomètres à tous les aliments. C'est très clair, Sophie. Pour avancer vers la dernière séquence de votre intervention, au fond, la question, c'est de se dire quel est l'impact en fait de la mise en avant du local, et puis n'y a-t-il pas certains paradoxes en fait qui peuvent apparaître? Alors oui, il y a des paradoxes. Là-dedans. Donc on va de plus en plus, on voit que les retailers aussi, ils vont essayer de dire il y a tant de % d'ingrédients qui vont être français ou qui vont être locaux. En Australie, c'est très fort comme tendance aussi. Donc il y a des impacts à mettre en avant de plus en plus. On le voit ici sur le CFIA, si vous allez dans le hall 4, beaucoup de gens qui vont mettre en avant l'origine de leurs ingrédients pour permettre à leurs clients industriels de mettre en avant mes œufs, ils viennent de France, ma farine, elle vient de France. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de choses comme ça. Mais il y a des filières qui se mettent en place. La noisette d'ici, la châtaigne d'Ardèche, les framboises, la pêche de vigne. Sicoli nous disait que c'était le premier producteur européen de pêche de vigne. On était en France. Et donc, avoir toute une filière comme ça pour pouvoir développer des produits. Donc, il y a des produits effectivement emblématiques qu'on va pouvoir mettre en avant. Il y a une filière soja, il y a une filière stevia qui est en train de se mettre au Pays Basque. Il y a des choses qui se mettent en place. Je crois qu'ils commencent même à faire pousser du café et du thé. Vous avez aux Pays-Bas, alors après c'est sous serre, donc là on peut se poser la question aussi, c'est de la vanille sous serre. Donc là le paradoxe c'est ça, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir une vanille de chez Prova durable avec toute une démarche derrière vertueuse pour les populations locales qui ont aussi besoin qu'on les soutienne, ou d'aller faire de la vanille en Hollande, donc elle va évidemment moins voyager, mais elle sera sous serre et donc aura sans doute un impact environnemental aussi important là-dessus. Donc, évidemment, étudier le cycle de vie de tous les produits, l'impact carbone, les consommateurs sont très soucieux de ça aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a des paradoxes qui peuvent se faire. Alors, je vais rapidement. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un ersatz de café à base de petites épeautres bio normands, ou est-ce qu'il vaut mieux un café bio et équitable qui vient de plus loin? C'est une vraie question. Et là encore, l'analyse de cycle de vie, de l'impact environnemental de ces deux produits serait à étudier. Et après ça, évidemment, le consommateur, il va peut-être pas aimer le goût du petit épeautre bio, c'est possible aussi.
On en parlera avec Alexandre Francin tout à l'heure, effectivement, cet aspect impact environnemental. Voilà, dans le autre paradoxe, mais bon, Agricool a fermé ses portes l'année dernière, malheureusement pour eux. Ils faisaient des fraises locales à Paris dans des containers. Donc les fraises ne voyaient ni la lumière du soleil, ni l'eau, ni l'air, ni rien du tout, ni la terre. Donc en aéroponie, elles étaient complètement locales, de saison toute l'année. Elles étaient bonnes, je reconnais, elles étaient bonnes, mais par rapport évidemment à la ferme des petits producteurs ou la fraise de Plougastel, grand débat. Pour conclure, Sophie. Pour conclure, on demande de la relocalisation, on demande à avoir une souveraineté alimentaire et néanmoins, et je vous ai emprunté le terme not in my backyard, ça veut dire que oui, je veux de la relocalisation, mais je veux pas que l'usine elle soit dans mon jardin ou près de chez moi ou que je la vois. C'est comme les éoliennes, hein. On trouve ça super les éoliennes, mais surtout pas près de chez nous. Donc il y a toujours un paradoxe avec le consommateur entre ce que je voudrais et ce que je fais vraiment, ou entre ce que je veux et ce que j'accepte. Et ça, j'allais dire on est français, mais on est consommateur et c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai pour le local aussi. Donc tout un tas de paradoxes là-dessus. Je vais pas arrêter de manger du café, du chocolat même pour sauver la planète. Voilà. Donc en conclusion, c'est ça. Au-delà de la considération simplement géographique, le local c'est vraiment une éthique, des bonnes pratiques. Là vous avez Grain Sail qui va chercher en cargo, en voilier cargo, ces fèves de cacao, ces fèves de café comme ça. Donc ils emmènent des choses pour les populations défavorisées là-bas, ils ramènent la marchandise et ils font ça dans des usines zéro carbone par exemple. Donc il y a des filières à réinventer, il y a des façons de faire à réinventer parce que maintenant il y a vraiment une urgence à sauver tout le monde. Merci Sophie, on peut l'applaudir pour cette brillante introduction sur le sujet des ingrédients locaux. On a le temps pour un échange de questions-réponses. Y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous signaler, c'est toujours la première question la plus difficile. Allez, je me lance. Sophie, au fond, on s'était posé une question sur cette première intervention. Dès l'introduction, c'était au fond d'interroger le devenir de cette tendance du local. De votre point de vue, c'est quoi l'avenir, en fait, justement, des arguments autour de l'origine? Est-ce que le local va continuer de séduire? Alors, oui, forcément, mais je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à apporter à ça. Et au-delà de dire ça vient d'ici, il faut aussi, les consommateurs, ils vont vouloir plus de choses, plus de promesses, donc il faut que ce soit fait ici, oui, mais que ce soit bien fait ici, le plus proche possible, bien sûr. Mais quelque part, si le chocolat il vient en voilier et qu'il a un impact carbone de 0, après tout, ça me permet de manger du meilleur chocolat. Reste la question du prix. Qui est centrale, surtout en ce moment avec toute l'inflation que l'on connaît. Alors, le prix, ça a toujours été le premier critère de choix du consommateur, suivi par le goût. Donc déjà, il faut que vos produits soient cochent ces deux cases-là. Après ça, le local, ça peut effectivement permettre, moi je dis toujours, le prix, c'est bien sûr le nerf de la guerre, mais pas seulement. Je citais dans une de mes autres conférences l'exemple de la canette de Coca, que vous allez la payer, si vous êtes fan de Coca, cette même canette de 33 centilitres, vous allez payer 40 centimes par 12 dans votre supermarché. Et puis si vous avez envie si un jour vous avez les trains en remarche, vous allez avoir envie de cette canette en gare, ça a déjà 2,50 €, donc vous multipliez par 5. Et si vous avez envie de cette canette en boîte de nuit, ça va être à 10 €. Et donc vous allez payer entre 50 centimes et 10 € le même produit. C'est même pas. Alors il y a juste un service parce qu'il est là où vous en avez envie. Et donc ça aussi, donc il faut aussi mettre les produits plus vertueux, peut-être plus à disposition des consommateurs. Exactement, voilà. Une question de disponibilité. Mais quel est le prix du local? Effectivement, c'est une question à laquelle on va tenter de répondre avec la prochaine intervention. Mais on a le temps pour une dernière question pour Sophie. Une intervention, un témoignage, un commentaire. Si pas de questions, eh bien Sophie, on a été très clair pour cette introduction. On peut l'applaudir à nouveau. Merci bonne Sophie matinée à vous. de Rénal.